Qu'est-ce que ces deux lieux ont en commun? Oui, je sais, dit comme ça, c'est très dur de deviner, quoique en vrai, avec le titre, peut-être que c'est plus simple. Ce sont tous les deux des frontières entre deux pays. Dans cette vidéo, on va donc explorer ensemble les 10 frontières les plus spectaculaires du monde. Un sujet un petit peu plus léger que les dernières vidéos qu'on a pu faire sur la chaîne, mais vous allez le voir, c'est passionnant et en plus, on va pas mal voyager. Et si vous le voulez bien, on va commencer ensemble avec les plus belles frontières naturelles, parce que vous en conviendrez, une cascade, c'est quand même un peu plus sympa que des barbelés ou des murs pour délimiter deux pays. Saviez-vous que les deux plus belles cascades du monde sont aussi des frontières entre deux pays? C'est notamment le cas de la frontière qui sépare le Brésil et l'Argentine, où l'on peut retrouver les chutes d'Iguazu. D'ailleurs, les touristes tamponnent généralement 2 fois leur passeport en allant les visiter. Et ce ne sont pas les deux seuls pays à avoir cette chance. La Zambie et le Zimbabwe en Afrique sont eux aussi à un endroit séparés par l'une des chutes d'eau les plus impressionnantes du monde, j'ai nommé les chutes Victoria. Alors certaines frontières comme celle-ci sont totalement naturelles, mais certaines fois, bien qu'elles soient naturelles, eh bien les États ont tenu à les matérialiser. Regardez par exemple cette frontière entre la Norvège et la Suède. Les sapins ont été en fait rasés sur toute une bande sur plusieurs kilomètres de long pour bien créer une forme de délimitation. Et ça donne d'ailleurs une perspective et une image assez étonnante. Remarquez peut-être qu'il vaut mieux ça qu'un mur, puisque des murs, il en existe des dizaines dans le monde pour séparer deux pays. On en compte près de 70 et c'est d'ailleurs 10 fois plus qu'en 1989 depuis la chute du mur de Berlin. Et mis bout à bout, tous ces murs de frontières représentent près de 40 000 km de long, soit presque exactement la circonférence de la Terre. Alors bien souvent, dans ces cas-là, c'est parce que l'un des deux pays veut éviter des migrations illégales venant d'un autre pays, souvent plus pauvre. Le plus long par exemple, il est entre l'Inde et le Bangladesh, avec une longueur de près de 3200 km. Et le plus célèbre peut-être, c'est celui entre les États-Unis et le Mexique, dont la construction a commencé en 2006, et que Donald Trump, on en avait parlé sur la chaîne, avait voulu renforcer. Les Américains avaient mis des moyens colossaux qui avaient fait beaucoup de débats à l'époque, et ça donne donc des paysages assez particuliers, par exemple sur la plage de Tijuana, où le mur va même s'allonger dans la mer. D'ailleurs, quand on parle de frontières terrestres, le mot mur, ça peut parfois être un abus de langage. En fait, en réalité, c'est souvent des zones qui sont sécurisées, et parfois ça prend la forme d'un mur, parfois d'un grillage géant, avec des piquets très resserrés. Et c'est le cas d'ailleurs de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ils peuvent discuter à certains endroits de chaque côté, et certains ont même installé des balançoires. Vous avez peut-être déjà vu ces images. Alors, si les Américains ont une frontière assez connue mondialement aujourd'hui au sud avec le Mexique, eh bien, elle en a aussi au nord, mais elle est très différente. La frontière entre les États-Unis et le Canada est la plus longue du monde. Elle s'étend sur presque 9000 km. À l'inverse, ici, sur cette frontière, pas de tonnes de briques de ciment, pas de douaniers et pas de murs. Entre le Canada et les États-Unis, on retrouve donc la plus grande frontière du monde, même si vous l'aurez compris, les infrastructures sont assez faibles. Mais à l'inverse, quelle est la frontière la plus petite du monde? Alors petit quiz, quelle longueur pourrait-elle faire? 800 km, 80 km, 8 km Ou encore D, la réponse D. ou alors 80 mètres? Eh bien oui, c'est la dernière réponse, 80 mètres, la plus petite frontière mesure moins de 100 mètres, c'est même moins que la longueur donc d'un terrain de football. Bon, je vous refais pas un quiz pour savoir où elle se situe, mais elle se trouve entre le Maroc et l'Espagne. Et oui, certes, il y a la mer Méditerranée entre le Maroc et l'Espagne, sauf que au nord du Maroc, il existe, vous le savez peut-être, des enclaves espagnoles, donc des petits territoires espagnols totalement entourés donc par le Maroc. C'est des vestiges notamment de la période coloniale. Les plus connus sont Ceuta et Melilla, mais il y a notamment du coup cette toute petite frontière d'à peine 80 mètres qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole du rocher de Badis, aussi appelé Peñón de Vélez de la Gomera. Désolé pour l'accent catastrophique. Seule une centaine de personnes en fait habitent sur ce rocher. Le tout donc bien gardé par une petite caserne de l'armée de terre espagnole. Et oui, du coup, c'est pas toujours connu, mais il est donc possible d'être dans l'Union européenne sur
sur le continent africain. Et dans ces enclaves, la monnaie officielle est donc l'euro. Le Maroc et l'Espagne se séparent sur ce 0-0. Alors si on revient maintenant sur les États-Unis, ils ont eux aussi une frontière très particulière, une frontière cette fois-ci à l'ouest qu'elle partage avec la Russie. Et d'ailleurs cette frontière c'est peut-être la plus insolite du monde. Comment est-ce possible? Eh bien parce que ça concerne l'Alaska, qui est un territoire américain que les États-Unis ont racheté à la Russie en 1867 pour 7,2 millions de dollars à l'époque. Alors 7,2 millions de dollars à l'époque, c'est l'équivalent de 120 millions de dollars aujourd'hui si on fait certaines estimations. En fait, c'est une époque où la Russie était pas mal ruinée, il y avait donc besoin d'argent. On peut dire donc que c'était une sacrée bonne affaire à l'époque. Maintenant, à ce prix-là, on a à peine un demi-Neymar qui vient jouer dans un club. Alors quand on regarde une carte ou autre, on peut se dire que non, il n'y a pas de frontière terrestre entre la Russie et les États-Unis ici, il y a seulement une frontière maritime. Et effectivement, c'est vrai, sauf quelques jours par an. Et là, il faut zoomer un petit peu dans la carte, dans le détroit de Bering entre l'Alaska et la Russie. On aperçoit à un endroit deux petits bouts de terre aux falaises impressionnantes. Ce sont les îles Diomède. L'une de ces deux îles, la grande, elle appartient à la Russie. Sa superficie fait moins d'un tiers de celle de Paris. Et l'autre, elle est toute petite, elle appartient aux États-Unis. Ces deux îles, elles sont séparées par 3,2 km. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en hiver, ces 3,2 km, ils sont totalement constitués de glace. Il est donc, en théorie, possible de rejoindre les deux îles à pied. Mais ce que l'on ne voit pas directement sur des cartes, c'est que la grande Diomède, qui est donc russe, sert de petite base militaire à la Russie. Je peux vous dire du coup qu'aucun des 78 habitants de la petite Diomède américaine ne tente d'aller faire une petite balade là-bas. Pas envie. Quand on chasse l'ours, si on passe par mégarde de la frontière, les Russes nous tirent dessus en visant la neige à nos pieds. C'est ce que confiait un habitant dans le journal Le Figaro en 2013. Et alors, ce qui rend cette frontière encore plus exceptionnelle, c'est ce que l'on appelle la ligne de changement de date qui se situe en plein milieu. En fait, cette ligne, c'est une ligne imaginaire qui, en plus de changer l'heure, eh bien, fait aussi changer de jour pour que les dates restent cohérentes dans le monde entier. Les îles sont donc certes séparées de seulement 3,2 km, mais elles sont donc aussi séparées de 20 ou 21 heures en fonction des saisons. Bon, et pourquoi 21 heures et pas 24 heures? Là, je rentre dans les détails, ça devient un peu technique. Je sais même plus quel jour on est. Eh bien parce que les États-Unis ont décidé de garder la petite Diomède et l'Alaska sur le fuseau horaire UTC-9 et non pas UTC-11. C'est ce qui fait donc ce décalage. Quoi qu'il en soit, ça amène donc à des situations assez étonnantes. Quand il est lundi 23h sur la petite Diomède aux États-Unis, eh bien il est mardi 20h sur la grande Diomède, alors qu'il y a donc seulement quelques kilomètres qui les séparent. Mais alors c'est assez fascinant, il faut savoir qu'il y a des frontières certes beaucoup entre deux pays, mais aussi parfois des frontières entre trois pays. On appelle ça des tripoints. Ils sont souvent marqués par des monuments. Parmi les plus belles et les plus connues, il y a la triple frontière entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine, qui sont séparés par les rivières de Paraná et d'Iguazu. Il y a aussi le tripoint qui concerne la France. Il est situé entre la France, la Suisse et l'Allemagne, autour de la ville de Bâle, et il est d'ailleurs symbolisé par un monument de 15 mètres de haut. Bon, mais comme si c'était pas assez, il y a encore plus extraordinaire. Il existe dans le monde une frontière entre 4 pays, ou plutôt d'ailleurs, il faut appeler ça un quadripoint. Alors je vous fais pas deviner où on est parce que là encore ça durerait longtemps, mais en l'occurrence on peut le retrouver au sud de l'Afrique, entre la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie, sur la rivière Zambézie. Alors en réalité, les géographes les plus puristes vous diront que c'est faux, que c'est un quasi quadripoint, et effectivement ils ont raison. En fait on a deux tripoints mais qui sont très très proches, ce qui fait donc que certains parlent de quadripoint. Bon, par contre une vraie frontière entre 4 pays, il y en a pas, mais il y en a quand même une entre 4 États américains. C'est déjà pas mal. Merci du coup aux frontières dessinées à la règle. On retrouve l'Arizona au sud-ouest, le Colorado au nord-est, le Nouveau-Mexique au sud-est et l'Utah donc au nord-ouest. Il est marqué par un monument appelé le Four Corners Monument, avec au milieu donc un cercle qui vous permet d'être dans les 4 États en même temps. Bon, quittons les États-Unis, retour en Europe. Il y a une frontière dont je voulais absolument vous parler dans cette vidéo. C'est celle entre la Belgique et les Pays-Bas,
au niveau du village de Baerle. Bon, là en l'occurrence, c'est comment faire compliqué quand on peut faire très simple. Certains parlent même de la zone frontalière la plus complexe au monde. Ce village, en fait, il est mi-néerlandais et mi-belge. Il a deux noms, c'est Baerle-Nassau pour la partie qui appartient aux Pays-Bas et Baerle-Duc pour la partie qui appartient donc à la Belgique. Lors des discussions en fait sur la frontière entre les deux pays, donc la Belgique et les Pays-Bas en 1843, eh bien les pays ne s'étaient pas mis d'accord sur une frontière pour cette zone. On utilise, attention, des cartes qui ont été tracées en 1198 au Moyen-Âge. Conséquence, il y a 22 enclaves en fait de la partie belge Baerle-Duc dans le Baerle-Nassau hollandais et il y a 8 enclaves du Baerle-Nassau dans Baerle-Duc. Du coup, faut le dire, dans la ville, ou les villes d'ailleurs, c'est un petit peu n'importe quoi. Ce qui rend le truc assez étonnant, c'est que du coup, on a littéralement des maisons qui sont situées dans deux pays, ce qui est pas forcément giga pratique. Mais du coup, chose à savoir, la règle pour savoir si une maison est belge ou néerlandaise, eh bien, c'est en fonction du lieu où se trouve la porte d'entrée de la maison. Donc là, en l'occurrence, c'est indiqué très clairement sur le numéro de la rue. Bon, et du coup, vu que c'est déjà pas mal le bazar, pour éviter que ça le soit encore plus, ils ont littéralement tracé la frontière dans absolument toute la ville. Bon, deux petites anecdotes en plus sur cette ville, après on passe à une autre, mais il faut savoir que certes, les mairies sont bien séparées, mais le poste de police néerlandais se trouve en fait dans le bâtiment de la mairie belge. Donc il y a quand même une forme de coopération ici. Et si vous voulez savoir une dernière petite chose assez intéressante, pendant le Covid, le côté belge était confiné pendant que le côté néerlandais ne l'était pas. Ça a donc fait que les habitants belges ont littéralement pu voir leurs voisins se balader tranquillement alors qu'ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre. Bon, mais sans aller jusqu'à ce niveau de complexité, il existe en France une situation assez insolite avec la Suisse. C'est l'hôtel Arbézy, un hôtel situé à la fois en France sur la commune des Rousses et à la fois en Suisse sur la commune de Saint-Cergue. Alors comment est-ce que c'est possible? En fait, la France et la Suisse ont convenu de leurs frontières lors du traité des Dappes le 8 décembre 1862. Mais le traité n'a été signé officiellement que 2 mois plus tard. Et entre-temps, un certain Pontu, qui possédait un terrain concerné par le découpage et qui vivait de la contrebande, a fait construire en fait en vitesse un bâtiment entre les deux. Et les deux camps, du coup la France comme la Suisse, ont refusé de céder leur partie. Résultat, dans certaines chambres, on peut dormir la tête en France et les pieds en Suisse. Mais alors, en cas de désaccord sur un territoire, plutôt que de le couper au milieu, l'une des solutions peut être tout simplement d'alterner à qui il appartient. C'est par exemple ce qui se passe pour l'île des Faisans qui se situe entre la France et l'Espagne. Chaque année, l'île est française du 1er août au 31 janvier et espagnole du 1er février au 31 juillet. Je comprends pas. Bon, et pour autre info, cette particularité, elle est assez unique. Un territoire comme ça sur lequel 2 États exercent une souveraineté, c'est ce que l'on appelle un condominium. Voilà, mot assez long à noter pour vous, je sais mais vous avez un Scrabble bientôt. Bon, en tout cas, sur cette île, malheureusement, vous pouvez pas la visiter, elle est interdite au public, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle a beau faire seulement la taille d'un terrain de foot, il s'est passé des choses assez incroyables dessus dans l'histoire. Par exemple, au XVe siècle, il y a notamment eu une rencontre historique sur cette île entre le roi de France Louis XI et le roi d'Espagne Henri de Castille. Et en 1660, le traité des Pyrénées, un traité qui a mis fin à des décennies de guerre, il a été signé donc sur place en même temps qu'était célébré un mariage royal. Bon là du coup clairement certains peuvent se demander mais c'est pertinent ou quoi de s'embêter sur des territoires aussi petits. Et forcément on peut comprendre beaucoup mieux quand il s'agit potentiellement de doubler la taille de son pays. C'est le cas par exemple en Corée. Et oui, comment finir cette vidéo autrement qu'en abordant la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? C'est la frontière la plus militarisée et la plus sécurisée au monde. Depuis 1953 et la fin de la guerre des deux Corées, les deux pays sont séparés par une zone démilitarisée de près de 250 km de long pour 4 km de large. C'est une zone où l'activité militaire y est interdite et pourtant, même si c'est assez contradictoire, il s'agit bel et bien de la frontière la plus militarisée au monde. Alors pour vous rendre compte, c'est assez hallucinant, la frontière est tout simplement surveillée par plus d'1 million de soldats. Et si jamais tout cela ne suffisait pas, eh bien selon différentes estimations, il y aurait près d'1 million de mines qui seraient enfouies
au niveau de cette frontière à cause justement de la guerre des deux Corées. Et donc la seule façon de traverser cette frontière, c'est en passant par ce que l'on appelle la Joint Security Area, un point de passage où des gardes sud-coréens et nord-coréens se font face toute la journée. Et d'ailleurs, il y a déjà eu plusieurs rencontres symboliques entre les chefs d'État des deux pays ces dernières années. En tout cas, pour la petite anecdote, si on va sous terre et donc sous cette frontière, eh bien, il y a 4 tunnels et peut-être même plus qui ont été creusés à la fin des années 70 par la Corée du Nord. Alors dans quel but? A priori dans le but très sûrement de créer une attaque surprise contre la Corée du Sud. Alors cette attaque entre guillemets elle a été annulée et aujourd'hui d'ailleurs l'un des tunnels est devenu un site touristique qu'il est possible de visiter en passant par la Corée du Sud. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le sujet, je vous conseille une autre vidéo qu'on a publiée. Elle s'appelle Pourquoi y a-t-il deux Corées? Dans cette vidéo, on se plonge davantage dans l'historique de cette guerre des deux Corées. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur les frontières. Évidemment, cette vidéo, elle n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres frontières ou autres qui mériteraient d'être traitées. Et évidemment, là aussi, on n'a pas traité toute la dimension politique, sociale ou autre. On s'est concentré surtout sur la dimension géographique dans le cadre de cette vidéo. Mais si jamais vous voulez prolonger le sujet d'un point de vue géographique notamment, eh bien l'ami Doc7 a fait pas mal de vidéos en France sur le sujet il y a quelques années. Pour la petite histoire, faut savoir que Doc7, c'est vraiment lui qui m'a fait décoller sur YouTube au départ. J'avais très peu d'abonnés. Il m'avait donné ma chance en me laissant présenter ma chaîne en intro de l'une de ses vidéos et ça avait fait décoller la chaîne à l'époque. Tout ça pour dire qu'il a fait 3-4 vidéos sur le sujet, sur d'autres frontières, donc je vous invite à aller voir. Le lien est directement en description. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit du coup à très vite.